Alors, est-ce que peut-être ce serait mieux... Est-ce que vous pouvez vous... Parce qu'il y a qui là-bas, Monsieur Rioux? Vous êtes à côté peut-être? Oui, c'est mieux parce qu'en termes de... Ça permet, notamment s'il y a des membres, comme ça vous êtes bien en face. Généralement, je crois que les gens se mettent là-bas, non, c'est ça? Ouais. C'est plutôt le banc du... Parce qu'en plus, je suis pas sûre. Puis en plus, pour vous parler, c'est plus compliqué, voilà. Donc je préfère vous avoir là-bas, voilà. Je souscris. Non, non, vous pouvez rester. C'est juste monsieur qui se met à votre droite. Je vais me taper ton ministre des comptes publics, là, sur... Nous accueillons monsieur Ludovic Grandjean, qui va s'exprimer au nom du collectif Alliés Citoyens. Ne vous inquiétez pas, monsieur Grandjean. Et monsieur Jean-Pierre Rioux, chroniqueur indépendant sur les questions d'énergie. La transition énergétique vise à redessiner le paysage de la production énergétique française. Il s'agit d'une question éminemment politique. Il est question d'un arbitrage tenant compte de contraintes scientifiques, techniques, économiques et surtout humaines. Cette démarche est très marquée par la production de scénarios et de trajectoires avec le danger inhérent à ce type d'approche, la tentation de recourir à des hypothèses et des enchaînements optimistes qui conduisent au bout du compte à traiter de possibilités qui n'arrivent jamais. Connaisseurs et observateurs indépendants de tout ce qui a trait aux questions énergétiques, nous serons donc attentifs à votre appréciation de la transition énergétique dans ses différents aspects. Par exemple, l'orthodoxie du discours, avec le risque de préférer les mots qui rassurent aux réalités dérangeantes. Requalifier de variabilité ce qu'on nomme intermittence, ne modifiant en rien l'enjeu de fond. La maîtrise des coûts, qui a des conséquences sur la compétitivité de l'économie et le niveau de vie des Français, et l'augmentation d'ailleurs récente de la facture d'électricité qui nous a d'ailleurs un petit peu occupé au début de cette transition, de cette commission d'enquête, est au cœur, je dirais, du débat public. La sécurité d'approvisionnement, l'allocation des ressources, avec le risque d'une éviction d'investissement plus efficace à terme, la hiérarchisation des priorités. Si l'objectif climatique est primordial, toutes les actions pouvant être mises en œuvre ne se valent raisonnablement pas. Monsieur Grandjean et monsieur Rioux, nous allons vous donner la parole pour un exposé liminaire, chacun d'entre vous ne devant pas dépasser 15 minutes. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument occuper ces 15 minutes. Je vous suggère éventuellement de faire 10 minutes chacun. Profitez-en peut-être pour expliquer, je dirais, qu'est-ce qu'on désigne par le collectif Alliés Citoyens, pourquoi vous en êtes arrivé et quelle est votre légitimité sur ces sujets. Ensuite, les membres de la commission d'enquête, à commencer par notre rapporteur, Madame Meignet-Millefer, vous poseront des questions et puis ensuite nous élargirons la discussion. Avant néanmoins que vous puissiez prendre la parole, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Vous allez donc, à tour de rôle, allumer votre micro, en commençant donc par M. Rioux. Veuillez, M. Rioux, lever la main droite et dire « Je le jure ». Je le jure. Merci. Vous pouvez éteindre votre micro. M. Grandjean, veuillez, s'il vous plaît, lever la main droite et dire « Je le jure ». Je le jure. Merci. Ayant pris acte de vos serments, il est 14h07 et donc vous disposez d'un maximum de 30 minutes à deux. Un discret tapotis sur le micro vous indiquera lorsque vous aurez pénétré dans la surface de réparation. Qui débute ?
Alors, monsieur Rioux, nous sommes tout oui. Je crains d'avoir besoin de pas loin de 15 minutes. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne les dépasserai pas. Je voudrais rappeler quelques points capitaux, quelques points forts de l'électricité en France et un récapitulatif visuel de ce qu'est l'électricité à travers l'évolution de la production française depuis 1991. On voit que les différentes filières depuis 1991, donc depuis un quart de siècle, représentent une part très, très réduite de production carbonée à cause de peu de production thermique. Et ça fait donc un quart de siècle que la production est décarbonée, décarbonée à plus de 90%. La France est premier exportateur mondial d'électricité, on ne le dit pas souvent, 23 années sur 28 depuis 1990. On ne sait pas toujours que la période 2011-2013 a permis la disponibilité de 3 réacteurs nucléaires supplémentaires, ceux qui étaient affectés pour l'enrichissement d'uranium à Georges Bess 1 et qui a été remplacé par Georges Bess 2 qui consomme 50 fois moins, c'est-à-dire un besoin d'une puissance de 60 MW. Et la consommation française a donc dispose de 3 réacteurs de plus. Ce qui change les données pour le CO2, ce qui change les données pour la puissance installée, mais ça n'apparaît nulle part dans la mesure où les comparaisons se font en consommation corrigée. Enfin, l'électricité fournit le quart de l'énergie finale consommée en France, avec 37 et des poussières millions de tonnes équivalent pétrole sur un total de 154. C'est les données 2018. La production d'énergie en France donc est très pauvre en CO2, c'est une bonne chose. La production d'énergie, c'est 11% du CO2, dont le raffinage. C'est-à-dire que question production d'électricité, on peut dire que la France est un modèle mondial en matière climatique. Le financement de la stratégie bas carbone investit l'essentiel, la plus grosse part du financement public dans les énergies renouvelables électriques. Et semble-t-il avec l'objectif de tondre un œuf, parce qu'il n'y a pratiquement pas d'émissions. Et cet investissement représente donc, ça on le sait, la Cour des comptes l'a rappelé, 121 milliards d'euros au titre de l'engagement déjà passé jusqu'à fin 2017. Et c'est donc 121 milliards d'euros qu'il faudra rembourser, qu'il faudra financer jusqu'à l'échéance des contrats, c'est-à-dire 2046, et qui ont été investis pour le moment sans succès pour tenter de décarboner le seul secteur qui l'est déjà. Donc c'est là qu'il y a un point quand même qui est important à signaler. Je voudrais montrer maintenant, attirer l'attention sur l'impact du développement des énergies renouvelables sur la puissance installée en prenant l'exemple du parc électrique allemand depuis 2002. On voit que solaire et éolien ont nettement augmenté pendant que les filières conventionnelles, elles, restaient parfaitement stables depuis 2002. Et on voit donc l'augmentation des filières solaires et éolien, des énergies renouvelables, parce que les moyens conventionnels sont programmables, les moyens renouvelables sont intermittents. Et pour dimensionner un parc de production d'électricité, on a besoin d'une production garantie par des moyens programmables au moment où on en a besoin, c'est-à-dire au moment des pics de consommation. Et pendant les pics de consommation, les moyens intermittents ne garantissent pratiquement rien du tout. Ce rien du tout est mis en évidence dans le suivi du taux de couverture de la consommation par la production éolienne en France. Ça, c'est les chiffres de RTE du dernier mois qui a été publié. On voit que chaque mois, il y a des productions importantes, mais il y a surtout un service garanti qui reste à 0,2% pour le mois de mars. C'est-à-dire que depuis 2012, plus on installe d'éoliennes et plus il ne se passe rien sur ce plan-là. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant. J'ai parlé de l'éolien parce qu'on sait que le soleil est couché lors des pics de consommation hivernaux qui ont lieu à 19 h. C'est-à-dire que quand la consommation n'en est qu'à la moitié ou aux 2/3, on n'a pas besoin des éoliennes. C'est au moment où on aurait besoin d'une production supplémentaire, et le service garanti n'existe pas. Et cette absence de production garantie interdit donc aux énergies renouvelables électriques de remplacer une puissance pilotable installée. Elle remplace des productions, mais pas une puissance pilotable. L'énergie éolienne fait preuve d'une intermittence aléatoire. Et ça, c'est pareil, c'est les derniers chiffres de RTE pour le mois de mars. Le facteur de charge, c'est-à-dire la puissance disponible
par rapport à la puissance installée, on voit qu'il y a des records considérables, 90% de la puissance installée. Mais décorréler des besoins, c'est un record qui est inutile, c'est pas au moment où on en a besoin. Et il se trouve qu'au mois de mars, il y avait 110 mégawatts le 22 mars, c'est-à-dire moins de 1% de la puissance installée. Cette période sans vent peut durer un certain temps. Au mois de mars, il y a eu 5 jours. Mais il suffit que ça se produise une fois dans l'année. Et on fait comment? On ne peut pas compter sur les voisins. Et on note aussi plusieurs effondrements très brusques de la production. Et ces effondrements imposent des mesures coûteuses d'équilibrage du réseau. Parce que c'est très difficile, chaque fois qu'il y a une production qui s'effondre, de compenser par d'autres moyens de production. Cette production qui n'est pas corrélée avec les besoins de la consommation doit être refoulée. Et c'est illustré par la production éolienne, là qui figure, c'est Enedis, le réseau de distribution, qui donne pour l'année 2018 la puissance éolienne qui a été injectée pendant toute l'année. Et Enedis donne aussi ses échanges avec RTE. Dans les échanges avec RTE, on voit que le refoulement de ce qui a été injecté sur le réseau de distribution, sur lequel 95% des éoliennes sont connectées, on compare les deux images et la ressemblance absolue montre que c'est absolument, ça n'a rien d'une énergie locale. Il y a les 2 tiers, un bon 2 tiers, et strictement au moment où c'est produit, qui est refoulé vers le réseau de transport RTE. Ce refoulement est vrai également sur le plan d'un pays. En prenant l'exemple danois, qui est un peu excessif, bien sûr, mais parce que le Danemark, on voit que plus il y a de production éolienne en abscisse, par rapport aux exports, on voit qu'au-dessus de 2500 mégawatts de puissance, en gros, tout ce qui est produit, c'est exporté, et que par contre, le Danemark importe quand la production est inférieure. Alors, à partir de là, évidemment, c'est facile d'avoir des énergies intermittentes, mais parce qu'il compte sur ses voisins, alors que la France ne peut pas compter sur ses voisins. Ça entraîne des coûts considérables pour redimensionner un réseau électrique qui n'était pas conçu pour ça. Alors là, c'est un peu technique, on y reviendra s'il le faut, mais c'est un extrait du rapport d'Erdevey sur le réseau électrique européen et qui prend l'exemple d'un poste de transformation. Excusez-moi, oui, parce qu'il faut d'abord il faut aller moins vite, et puis ensuite, quand vous dites rapport d'Erdevey, moi je vois qui c'est, Michel d'Erdevey, Enedis, mais il faut donner les conditions parce que... Bien sûr. Bien sûr, c'est un rapport sur les besoins d'investissement, qui est un rapport rendu au président de la République. C'était en 2013, je crois, ou 2014, au président de la République sur les investissements nécessaires pour l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau européen. Et dans l'exemple de ce rapport, c'est un poste de transformation allemand qui était dimensionné en 2009 pour alimenter le consommateur. Et au fur et à mesure, en vert, c'est la production photovoltaïque qui a été de plus en plus importante, la production photovoltaïque estivale. Et le dimensionnement a dû se faire en fonction des pics de production estivale pour refouler cette production et non plus pour alimenter le consommateur. Et ça entraîne des coûts considérables. L'Allemagne, pour la peine, n'arrive pas à transporter son électricité de l'Allemagne du Nord, où il y a toutes les éoliennes, sur la mer du Nord notamment, vers le sud, où il y a le principal de sa consommation. Et du coup, elle emprunte le réseau de ses voisins, elle l'emprunte de façon... elle s'impose, parce qu'on ne peut pas empêcher les électrons de passer. Et donc, l'électricité allemande passe par la Belgique, par les Pays-Bas, par la France, par l'Ouest, et passe par la Tchéquie, la Pologne. Elle traverse aussi la Suisse quand elle veut, pour aller d'Allemagne du Nord à l'Allemagne du Sud. Et ces flux non nominés, non prévus, et qui s'imposent sur les réseaux de chaque pays, fragilisent ces réseaux et perturbent l'approvisionnement des pays. Et du coup, tous ces pays, en rouge, on voit les transformateurs déphaseurs dont les pays sont en train de s'équiper pour arriver à se prémunir de ces flux indésirables. Je voudrais rapidement parler du parc nucléaire. Sur la question du CO2, on n'insiste pas. On sait que le nucléaire n'émet pas de CO2. C'est-à-dire que quand on prend le cycle complet du nucléaire, chaque énergie
le cycle complet d'une énergie, il y a toujours pour fabriquer les barrages, fabriquer les éoliennes, mais le cycle complet du nucléaire est particulièrement décarboné grâce à l'usine Georges Besse 2, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui consomme très peu, et l'enrichissement de l'uranium se déroule avec une énergie presque entièrement décarbonée. Ce qui fait que le nucléaire français, c'est vraiment c'est 5 grammes 45 selon une étude de Poinçon, sur le cycle complet. Et c'est un atout compétitif déterminant face à l'inéluctable envolée du prix du CO2. Et c'est un atout sur nos voisins, parce que le CO2, qui n'a pas valu grand-chose jusqu'à maintenant, est en train de s'envoler. On peut prévoir qu'il va monter assez haut, notamment à cause de la révision du cadre législatif du système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne. En début 2018, il y a eu la révision pour préparer à la 4e période qui commence en 2021. Et dès maintenant, les Allemands commencent à se faire des cheveux parce que le carbone va coûter cher. Alors, question de flexibilité, on commence à savoir, enfin parce que ça se disait pas trop avant, que le nucléaire avait une production très flexible et capable de suivre la consommation. On voit la courbe de la consommation sur l'année 2016 en vert et on voit en bleu la production nucléaire. C'est fait à partir des données de RTE et on voit que sur le plan saisonnier, la maintenance peut être faite au moment où on a le moins besoin d'énergie et que même sur des cycles plus courts, le nucléaire suit au plus près les besoins de la consommation. Les réacteurs, la plupart des réacteurs du parc français est capable de varier de 80% de puissance en plus ou en moins de 30 minutes. Et susceptible de se mettre à l'arrêt sur demande du gestionnaire de production. Et ça, c'est arrivé déjà plusieurs fois, notamment à cause de records éoliens. Alors, une question de rentabilité qui est très importante pour tous les moyens de production non subventionnés, c'est-à-dire en fait les moyens dont on a besoin, les moyens qui sont programmables. Plus il y a de vent, là ça montre la corrélation entre le prix du mégawattheure et la production éolienne en Allemagne sur l'année 2018, plus il y a de vent et plus le prix du mégawattheure descend. Et on voit qu'à partir de 25 gigawatts de puissance, il y a des prix négatifs. On voit des prix ici, des prix qui arrivent à moins 76 € le mégawattheure. Et ça dissuade l'investissement dans toutes les productions électriques qui ne sont pas subventionnées. La question des licences, le parc nucléaire français est supposé être vieillissant et notre doyenne de Fessenheim arrive à ses 40 ans. Mais en fait, elle est dans la force de l'âge. C'est une des centrales les plus sûres du parc électrique français. Et on voit qu'aux États-Unis, 87 des 98 licences ont déjà été renouvelées de 20 ans. Pour la bonne raison qu'aux États-Unis, c'est explicitement précisé dans la réglementation que les licences sont limitées à 40 ans pour raisons économiques antitrust et non de vétusté. Alors, les conséquences à court terme, pour finir, là, j'arrive à la fin, les conséquences à court terme qu'on peut prévoir, et je les ai prises en capture d'écran dans une analyse des instituts franco-allemands d'observation des énergies renouvelables, Agora Energiewende et IDRI. Le nucléaire a un coût marginal plus faible que le charbon, et ça sera encore plus vrai avec l'augmentation du prix du CO2. Et le rapport franco-allemand constate que si des capacités nucléaires sont tirées du mix français, la compétitivité des centrales à charbon maintenues dans le système en Allemagne sera améliorée. Ça, c'est un fait. Le nucléaire maintenu à des niveaux élevés devra opérer plus fréquemment en suivi de charge. Alors ça, c'est aussi une évidence, mais maintenu à un niveau élevé, il faut voir qu'en fait, c'est surtout les énergies renouvelables à un niveau élevé imposeront aux énergies programmables d'opérer plus fréquemment en suivi de charge. Et en France, le développement visé des énergies renouvelables et le réinvestissement dans le parc nucléaire au-delà de 50 gigawatts comporte un risque important de coûts échoués dans le secteur électrique. Ça veut dire que si on augmente dans le développement visé des énergies renouvelables, va faire que l'investissement dans le nucléaire notamment, mais dans d'autres, c'est pareil pour tous les... ça entraîne des risques importants de coûts parce que le parc d'exploitation sera beaucoup moins rentable. Et qu'on le veuille ou non, le développement des énergies renouvelables électriques intermittentes devrait contraindre la fermeture de réacteurs opérationnels, mais sans offrir d'alternative pour autant.
C'est-à-dire qu'on peut dire, bon, ben, on va toujours développer les énergies renouvelables. L'augmentation de l'intermittence contraindra, pour des raisons économiques, les productions non subventionnées à fermer leurs portes. Alors, deux questions pour finir. Notre politique énergétique doit-elle être influencée par l'Allemagne ou par l'Office franco-allemand pour la transition énergétique, qui est un office qui tient ses bureaux dans le ministère de la Transition écologique et solidaire? Et la sénatrice Anne-Catherine Loisier a posé une question sur cet office en s'étonnant de la représentation des entreprises du secteur éolien au sein de cet office et de l'intérêt allemand de développer les énergies renouvelables en France. C'est la fin. Jusqu'à quand devrons-nous subventionner une technologie plus que centenaire? La première éolienne électrique date de 1887. Ne fallait-il pas apprendre à stocker l'électricité avant d'encourager la concurrence des productions intermittentes? Parce que si on sait stocker l'électricité, ça peut être des vraies bonnes idées, mais tant qu'on ne sait pas les stocker, ce n'est pas le même cas. Et éventuellement, à qui profite la perte de compétitivité du nucléaire liée à l'injection d'intermittence? Voilà. Je n'ai pas le temps donc de parler de tous les autres problèmes, patrimoine, etc. Mais je m'en tiens à ce... Ça tombe bien puisque nous sommes dans la partie d'analyse économique et non pas dans la partie d'acceptabilité sociale qui sera traitée un peu plus tard, à partir d'ailleurs de la semaine prochaine. Monsieur Grandjean, je vais expliquer un peu, parce que vous ne l'avez pas fait, monsieur Rioux, expliquer pourquoi... d'où vient votre analyse, etc. J'ai bien noté. Donc, pour gagner du temps, je vais le faire le temps de brancher mon câble. Je vais présenter le collectif Alliés Citoyens, qui est l'un des plus anciens collectifs de vigilance qui ait été créé en France depuis plus de 12 ans maintenant, face à, je dirais, une certaine invasion d'opérations d'énergie renouvelable qui s'est produite dans l'Allier. Cette réaction a entraîné la concertation entre plus de 40 associations et nous sommes souvent arrivés au même constat entre nous, ce qui fait que ce collectif a vite pris de l'ampleur et nous avons été le premier émetteur en France de ce qui s'est appelé l'appel des 5000 associations qui intervenait à la suite des articles de la loi POP qui proscrivaient un enrichissement excessif de la part des producteurs d'énergie renouvelable. Et notre collectif a été reçu à ce titre par la Commission de régulation de l'énergie de façon tout à fait officielle. C'était le premier à l'avoir fait en 2010, à l'époque où M. de la Doucette en était le président. Donc, nous avons accumulé un certain nombre de matériaux qui ont bénéficié à beaucoup d'associations en France et nous disposons d'un matériel de documentation important. Le propos de mon intervention va être simplement les énergies renouvelables sont peut-être à Paris un restaurant 3 étoiles où tout le monde se presse, mais nous, dans l'Allier, nous en sommes les cuisines et les poubelles. Et donc, nous allons peut-être un peu plus insister sur l'impact de ces opérations et sur leurs dégâts collatéraux tels que nous les vivons tous les jours avec des situations que nos associations qui ne sont pas anti quoi que ce soit, je tiens aussi à le préciser parce que parfois des rumeurs pourraient dire que nous sommes anti ici ou anti ça. Pas du tout. Nous sommes pour le développement durable. Et l'essentiel des énergies de nos associations vont sur ce thème. Et nous avons parfois, au contraire, le regret de devoir défendre un certain nombre d'agressions qui nous empêchent d'aller sur le développement durable. Je prends 2 minutes pour brancher mon câble. Et nous devrions avoir une image qui devrait arriver sur l'écran. Voilà. Bien. Donc, nous avons intitulé notre exposé du rêve à la réalité. Quel est l'impact de l'éolien des énergies renouvelables au niveau local? Je résume d'abord le constat qui a été fait depuis 10 ans parmi nos associations, un bilan calamiteux. Je répéterai ce qui a déjà été dit, je vais aller très vite. 120 milliards dépensés, seulement 1 jour sur 5 dans l'année pour ces 120 milliards, une production non adéquate aux besoins, un tarif exorbitant qui n'est jamais justifié, une paupérisation et une précarisation énergétique considérable, et surtout un saccage et un mitage du territoire avec des dégâts collatéraux désormais insupportables de tous ordres, économie, agriculture, environnement, atteinte aux libertés, fléau des lobbies.
Je vais y venir. Cette prolifération anarchique est tellement importante que le département de l'Allier a voté solennellement une motion en séance plénière l'année dernière pour faire état de sa très vive inquiétude et même de son désarroi face à cette prolifération anarchique. Donc, je cite un extrait de cette délibération pour en attester de la véracité. On sait que d'autres départements ont rejoint cette démarche, comme le Cantal ou la Charente-Maritime, si mes souvenirs sont bons, mais le département de l'Allier a été parmi les premiers, en raison même de l'antériorité de notre association, c'est que nous avons été envahis un peu plus vite que les autres. Au Sénat, en séance publique, le 21 novembre 2009, des propos prémonitoires avaient déjà bien décrit cette situation. Un syndicat des énergies renouvelables se déploie méthodiquement sur le territoire et utilise pour cela des méthodes contestables. Je cite les propos des sénateurs, ce ne sont pas les miens. Des sociétés étrangères sollicitent les détenteurs de terres et leur font miroiter des avantages à court terme, etc. Le premier rapport sur les énergies renouvelables et les éoliennes produit par l'Assemblée nationale en 2010 avait notamment conclu qu'en fait, le niveau et la pertinence de ce prix n'ont jamais donné lieu à un débat politique, le Parlement n'ayant eu à constater ces données économiques majeures bâties de toutes pièces par les administrations. Je cite les propos des députés. Les mystères des tarifs aussi, depuis le décret 2009-252, le supplément de rémunération servi aux producteurs du fait de leur contribution à la réalisation des objectifs n'est plus justifié. Pourquoi garde-t-il un supplément de rémunération dans la mesure où leurs résultats ne sont pas là? Je vais y venir. La ruée vers l'effet d'aubaine, je cite encore les propos des députés. Leurs promoteurs sont souvent apparus à la mission, du moins en France, comme des intervenants économiques d'une nature plus financière qu'industrielle. À quelques exceptions près, leur qualité d'énergéticien s'était révélée secondaire par rapport à celle de développeurs de business, pour des rendements élevés et assurés. Voilà ce que nous vivons sur le terrain tous les jours. Plus de 40 promoteurs battent le terrain dans l'Allier actuellement, sans qu'aucune concertation soit faite, et bizarrement, ils sont souvent seuls sur les communes considérées. Des excès en tout genre aussi, l'obligation de rachat, produite à prix ferme et garanti, appelle l'avidité de quelques-uns qui a pu porter préjudice. Comme il y a beaucoup de rapports à l'Assemblée nationale, est-ce que vous pouvez nous spécifier le rapport que vous citez? C'est le rapport 2398. Oui, mais c'est un rapport fait par une commission, par une mission d'information. Une commission d'information. Commission d'information de l'Assemblée nationale sur le thème de l'éolien et des énergies renouvelables, et qui a donc produit des travaux assez semblables à ceux d'une commission d'enquête. Quelle année? 2010. Le rapporteur en était M. Franck Régnier. C'est pour ça d'ailleurs je le cite, parce que justement c'est un rapport qui a été produit par un groupe de travail de députés. Des fortunes soudaines sur des activités entièrement financées par un chiffre d'affaires entièrement public sont surgies comme par miracle. J'ai eu l'occasion d'être interviewé à ce sujet par de nombreux médias nationaux. On cite les fortunes, par exemple, de messieurs Mouratoglou, Christophe Gruy ou Jean-Michel Germain, qui se chiffrent en centaines de millions d'euros quand même, à partir d'un chiffre d'affaires entièrement public. Conclura qui pourra. Le bruit. L'arrêté ministériel du 26 août 2011 autorise une dérogation exorbitante du droit commun de dépassement du seuil légal prévu par l'article 1334-32 du Code de la santé publique. Depuis 2011, les éoliennes ont tendance à doubler de taille. Comment cette dérogation, qui a été susurrée par un lobby auprès des cabinets ministériels, a-t-elle pu être autorisée sans qu'un contrôle législatif sévère puisse douter de sa pertinence ou non, et alors que par ailleurs, le comité de travail qui a été rassemblé par l'AFSET, qui est à présent l'ANSES, a chargé et délégué cette mission à un lobby notoire qui est le syndicat des énergies renouvelables. Comment cette dérogation a-t-elle pu instruite dans des termes objectifs? Et comment peut-elle déroger au Code de la santé publique? La distance est maintenue depuis des années à 500 mètres. Il pouvait être concevable qu'elle soit de 500 mètres au moment où les éoliennes faisaient 75 mètres de haut. Aujourd'hui, tous les projets que nous voyons arriver sont à plus de 200 mètres.
Pourquoi maintient-on une distance à 500 mètres alors que tous les pays européens ont adopté des normes un peu plus raisonnables et réalistes? Il nous semble que le minimum, c'est 10 fois la hauteur, comme beaucoup de pays européens le font. Le tourisme, je citerai un sondage fiable, puisque vous êtes dans le monde politique, vous connaissez la pertinence des sondages. La pertinence d'un sondage dépend de la taille de l'échantillon et non pas de la taille de la population. L'échantillon est de 1280 touristes, il est largement supérieur à 1000. Il a donc un taux de confiance qui est supérieur à 95%. Ce sondage concerne un milieu qui est relativement semblable à celui de l'Allier. Il est notamment précisé que la stabilité des formes matérielles et visibles du paysage constitue un élément stratégique très important pour l'industrie touristique. Que dit ce sondage? Dans un environnement proche, 0 à 2 km, 97% des touristes changeront de destination. Dans un environnement à moyenne distance de 2 à 10 km, 95% changent de destination. Je parle là, par exemple, de la zone des Châteaux de la Loire, avec un impact touristique important. L'Allier est pareil, avec des sites touristiques remarquables. Et c'est seulement à partir de 10 km que ce taux chute. L'espace rural recoupe près de 68% des lits touristiques dans l'Allier, par exemple, mais c'est exactement la même chose dans le Cantal, dans la Haute-Loire, dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. Et le nombre d'emplois qui est concerné, rien que dans l'Allier, par exemple, puisque je parle du collectif Allier, oscille entre 4 000 et 6 000 personnes selon des statistiques INSEE, puisque nous travaillons quand même sur des données qui sont fiables et vérifiables, qui étaient à l'époque de ce nombre-là et qui ont encore cru depuis, puisque dans l'Allier, la principale croissance qui est faite, c'est celle du tourisme vert. Donc nous sommes sans doute à des chiffres qui sont 20% supplémentaires. Faut-il donc attendre que 3 000 emplois touristiques soient tombés, soient supprimés dans l'Allier pour qu'on commence à s'inquiéter de la prolifération des éoliennes ? Le fameux rapport d'information 2398, cité notamment dans les conclusions unanimes des députés, un secteur bénéficiant légalement d'un surprix garanti, la mise à jour d'importants surcoûts, les activités éoliennes constituent un secteur favorisé hautement spéculatif, le paysage reste indissociable de notre identité, le mitage du territoire, résultat du détournement de la procédure des zones de développement de l'éolien. Voilà comment se passent les cuisines et les poubelles de ce restaurant 3 étoiles. Les reventes d'opérations. Il avait déjà été dit à l'époque qu'il était inconcevable que des opérations soient revendues dans une bulle spéculative, soulignant que les lobbies vendent des projets éoliens qu'ils revendent ensuite aux producteurs. La première opération qui a été implantée dans l'Allier vient d'être vendue pour la 6e fois. La 6e fois en 8 ans. Avec à chaque fois. Je ne cite pas par décence, par discrétion le nom des promoteurs, mais je le tiens bien sûr à votre disposition, y compris avec les relevés légaux des greffes des tribunaux de commerce. Effectivement, ça nous intéressera. Eh bien, je vous les ferai passer. La précarité énergétique. Nos associations font beaucoup d'actions sociales en milieu rural. 5,6 millions de ménages sont en situation de précarité énergétique aujourd'hui, ce qui représente 12 millions de personnes. Je cite ma source officielle, donc l'Observatoire national de la précarité énergétique et de la pauvreté. La part de ménages déclarant que les factures de gaz et d'électricité représentent une part importante dans les dépenses a augmenté depuis 2016, passant de 55% à 65%. Que voit-on? C'est que les augmentations de l'énergie ont largement concerné l'électricité, avec des opérations énormes sur la CSPE et maintenant sur la TIFCE. J'attirerai votre attention sur le fait que bien que la CSPE n'existe plus en tant que contribution spécifique, elle concerne littéralement une opération de défaisance, puisqu'elle consiste maintenant à consolider la dette que l'État avait créée envers EDF en ne remboursant pas EDF sur la perception de la CSPE. Donc, je me permets, au nom du collectif, de commenter les propos récents de M. Durugy sur l'augmentation de l'électricité, en trouvant qu'ils sont inadmissibles ou qu'il n'a pas mis ses calendes à jour, puisque la situation précaire d'EDF est due notamment à un déficit de trésorerie de 11 milliards d'euros qui a frappé EDF pendant 7 ans. Et c'est seulement maintenant que le moratoire de remboursement de la dette se fait, et en plus au prix d'une opération de défaisance,
avec maintenant une double taxe, avec la CSPE et la TIFCE. Je n'insiste pas. Ce désastre tarifaire sur la précarité énergétique a été récemment soutenu aussi par le nouveau président de la Commission de régulation de l'énergie, M. Caranco. Et en entendant ces propos, j'avais plutôt l'impression d'entendre le directeur de cabinet de M. Borloo d'il y a 10 ans que le préfet à la retraite qui vient d'être nommé à la Commission de régulation de l'énergie. Et j'ai entendu sur le terrain beaucoup de gens choqués par cette désinvolture car la Commission de régulation de l'énergie s'occupe aussi de l'aide sociale à l'énergie dont il n'a jamais été fait mention. Nous sommes particulièrement choqués par cette réflexion désinvolte qui justifie en fait les conséquences d'un système qui a été instauré il y a 10 ans. Je n'ai jamais rencontré dans mes contacts avec la Commission de régulation de l'énergie une critique si vive de ce système que dans l'équipe précédente. Il faudra nous expliquer. Attendez, excusez-moi. Ce que vous dites, c'est que la précédente équipe, donc M. Ladoucette, c'est ça? La précédente équipe en général, je ne parlerai même pas de personne. Critique quoi exactement? Alors, c'est la planche suivante. Ça n'est pas une critique. La décision officielle, les équipes de la Commission de régulation d'énergie m'ont toujours confirmé que la décision initiale qui trouvait que la rémunération des énergies renouvelables, et notamment de l'éolien, était excessive, a toujours été confirmée. Cette décision a été prise en séance officielle le 30 octobre 2008, je la cite. Et lorsque j'ai été reçu au titre de l'appel des 5000 au titre du collectif Alliés citoyens par la Commission de régulation de l'énergie, il m'a été confirmé que cet avis n'avait jamais été infirmé. La dépréciation immobilière, des drames qui sont analogues à ceux des subprimes sont vécus tous les jours. Imaginez un ménage dont le chef de famille est muté, qui ne peut pas revendre sa maison, qui va la revendre à 50% du prix, ou qui même ne peut pas la vendre si elle est trop près d'une éolienne. Il y a des villages dans l'Allier où ces opérations d'éoliennes, je vais citer des noms, La Prune, Saint-Nicolas-des-Biefs, quasiment la moitié des maisons sont à vendre. La route départementale qui va du Maillet de Montagne à La Prugne est jonchée de maisons à vendre sans preneur depuis des années. N'importe quel agent immobilier vous le confirmera. On note dans la jurisprudence que je cite le tribunal de grande instance de Quimper, le TGI, le tribunal de Bressuire, la cour d'appel de Nantes, pardon. Donc il y a un certain nombre de dégâts qui sont faits sur l'immobilier. Ces décotes sont très importantes. Énergie renouvelable contre développement durable, on le voit, je viens de citer tous ces arguments. Le fléau des lobbies, nous pourrons en parler dans les questions, mais nous vivons tous les jours avec des influences qui nous semblent extrêmement malsaines, y compris le lobby européen qui vient de critiquer la protection des sites de l'UNESCO, des polémiques. Je résume donc sur nos propositions finales. Pour bien respecter, nous souhaitons 4 mesures immédiates. L'actualisation des distances de sécurité à un minimum de 10 fois la hauteur, l'adaptation de la typologie des plans d'énergie renouvelable au territoire, analyser l'impact global des opérations en fonction de tous les dégâts que je viens citer, et supprimer immédiatement l'interdiction d'enquête publique et de tribunal administratif, qui nous semble un retour pratiquement malsain aux méthodes du régime de Vichy. J'ai terminé. Conclusion féroce. Pardon? Ouais. C'est vrai. Vichy est dans l'Allier en plus, monsieur. Vichy est dans l'Allier. Ah bon, mais ça va alors. Bon, madame le rapporteur. Oui, ça marche, oui, ça marche. Apparemment, ça marche. En fait, je suis un petit peu contrariée de ne pas avoir vos slides en amont parce qu'il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de choses et c'est un petit peu agaçant de ne pas pouvoir vous poser des questions précises sur les sujets. Donc, si vous en êtes d'accord, est-ce que vous pourriez refaire défiler vos slides sans... Voilà, et qu'à ce moment-là, je puisse poser des questions complémentaires à chacun d'entre vous à partir de ce que vous nous avez présenté. Donc, effectivement, commandant avec vous. Alors, revenir, on redémarre du début parce que dans vos propos, en gros, ce que... Voilà. Là, vous dites un bilan calamiteux, des tarifs exorbitants non justifiés, la paupérisation et précarisation énergétique. Je ne comprends pas pourquoi
enfin, sur quoi vous vous basez pour dire paupérisation et précarisation énergétique? Deux réponses. La première, c'est ce que j'ai détaillé quand même sur l'Observatoire national de la précarité énergétique. C'est une source incontestable. 12 millions de Français sont dans la précarité énergétique aujourd'hui, du fait de l'augmentation des tarifs. J'insisterai sur les coûts collatéraux d'ailleurs, parce qu'on baisse le chauffage, on tombe malade, ça coûte des journées maladie à la sécurité sociale, on ne peut pas se rendre à un emploi, on est parfois resté au chômage plus longtemps, on rogne sur le budget d'essence, déplacement, parce qu'on ne peut pas payer l'électricité. Et tout ça est lié à l'éolien. Est-ce que vous réalisez l'augmentation des tarifs pour un ménage qui gagne? Est-ce que vous réalisez l'augmentation du tarif d'électricité que ça peut représenter pour un ménage d'agriculteur dont le revenu moyen est de 540 € par mois? Et c'est bien ce que je dis. Je veux dire, le restaurant 3 étoiles, nous en sommes les poubelles et les cuisines. Non, mais enfin, on est dans une commission d'enquête qui cherche à évaluer très clairement et très précisément les coûts, avec des chiffres, des éléments qui sont pragmatiques. Donc j'entends votre émotion sur le sujet. Moi, ce que je vous demande, c'est sur quels chiffres vous vous basez pour dire que les éoliennes, puisque c'est votre propos, ont un effet sur la paupérisation et la précarisation énergétique. Comment précisément et sur quel mécanisme? Facteur technique, l'augmentation de la CSPE à elle seule, c'est 35%. Donc, et c'est 650% d'augmentation si on prend le seul volume de la CSPE. Donc, la subvention des énergies renouvelables, il est notoire que la répercussion de la CSPE sur les factures d'électricité a commencé par être minorée pour ne pas apparaître d'un montant trop fort dans les factures d'électricité, ce qui a engendré la dette vis-à-vis d'EDF. C'est notoire, je n'ai pas à le démontrer, ça a été dit partout, mais si vous voulez, je peux vous le démontrer plus avant. Puisque le temps nous est compté, je passe sur ce premier point. Il y a un deuxième argument qui est technique, alors je vais être un peu plus technique. Le marché Spot-EPEX, que vous connaissez peut-être, qui est le marché donc en temps réel de l'électricité. Les statistiques, là aussi, les lobbies dévient souvent les statistiques. On parle d'un prix moyen. Ce n'est pas aux statisticiens que je vais apprendre que le prix moyen ne veut rien dire, on parlera plutôt de prix médian. Et quand on regarde le prix médian du marché aujourd'hui, c'est 38 à 42 € au mégawatt. Et on assure un prix garanti. On a assuré pendant des années. Maintenant, sous couvert d'appel d'offres, on tend à vouloir faire croire qu'il baisse, mais en fait, c'est relativement faux. Donc, on tend finalement à garantir, depuis 10 ans, on a garanti un prix à 82 € au mégawatt pour l'électricité renouvelable. Chaque fois qu'une opération d'éolienne s'implante, à quelque endroit que ce soit en France, c'est 1 million d'euros de pouvoir d'achat qui est pris sur les Français. Puisque mécaniquement, l'électricité est achetée à prix garanti depuis 10 ans à 82 € au mégawattheure et actuellement, selon les appels d'offres, de 65 à 79, voire 81 €. Mais de toute façon, ce prix est très largement supérieur au marché. Or, le marché EPED-SPOT, c'est celui qui s'applique à tous les producteurs d'électricité. Donc, mécaniquement, vous avez un prélèvement sur le pouvoir d'achat des Français. Chaque fois qu'une opération d'éolienne supplémentaire s'installe, c'est 1 million d'euros qui est pris sur le pouvoir d'achat des Français. 1 million ou 1 milliard, monsieur? 1 million d'euros. Je parle en chiffre d'affaires annuel. C'est-à-dire, alors, répondre à votre question précise, c'est-à-dire que sur une production annuelle d'une ferme éolienne, par exemple, de 16 mégawatts, cette production sera achetée à prix garanti et elle amputera mécaniquement le pouvoir d'achat des Français parce que le prix d'achat de cette électricité sera supérieur à celui du marché. Sur l'augmentation fiscale, par contre, la CSPE, en plus, c'est la double peine, puisque la CSPE est aussi répercutée sur la... Donc, d'une part, il y a l'achat d'électricité, et une fois que cette électricité est achetée, il y a en plus la double peine, puisqu'il faut payer la CSPE et maintenant la TIFCE pour subventionner cette activité qui est déjà en plus payée. C'est la double peine. J'aimerais bien que vous puissiez nous mettre cette démonstration par écrit, s'il vous plaît. Que vous puissiez nous la faire parvenir par la suite. Ensuite, si ça ne vous ennuie pas, donc, les termes, moi je suis une littéraire, mais les termes que vous utilisez sont quand même très très forts. Si je reviens sur la slide précédente, vous parlez de saccage, le fléau des lobbies,
Voilà, on est sur des termes qui relèvent plus de l'émotion que de ceux de la science. Moi, je suis une littéraire hein, de formation, donc je regarde ce que je vois, mais je pense que vous ne pouvez pas nier qu'il y ait de la passion dans vos propos. Eh bien si, je vais le nier parce que je ne fais qu'en fait rapporter les propos qui m'ont été donnés et si vous voulez que j'illustre ces propos, je vais le faire. Est-ce que vous estimez par exemple que la construction d'une opération d'éolienne sur un site de pèlerinage à Saint-Jean-de-Compostelle consacré par l'UNESCO est un acte qui n'est pas quelque part dommageable? Est-ce que vous estimez que la production laitière d'un groupement agricole qui soit situé à proximité d'éoliennes qui chute de 30% par les jours de grand vent, à peu près 100 jours par an, est-ce que vous estimez que ça n'est pas un préjudice? Est-ce que vous estimez que la situation dramatique d'un ménage que je rencontre qui n'arrive pas à vendre sa maison depuis 2 ans, qui est dans une situation d'endettement terrible et qui n'arrive pas à gérer une mutation, une évolution professionnelle, ne puisse pas être d'un zéro? Est-ce que vous ne rencontrez pas un couple de jeunes gens qui a investi dans un projet touristique et qui se trouve actuellement en désarroi total parce qu'un projet d'éolienne menace totalement son activité avec endettement, avec le projet d'une résidence à côté et que ce projet crée réellement de l'emploi? Est-ce que vous croyez que mes termes sont passionnés? Ces situations-là, on les rencontre tous les jours en ce moment. Donc, ces termes ne sont pas ma passion à moi, bien au contraire. Et justement, je rejoins vos propos. Il m'est difficile d'utiliser dans une commission d'enquête sous serment des termes aussi durs. Mettez-vous à ma place. Est-ce que vous ne croyez pas que j'ai pesé peut-être 2 ou 3 fois le fait de devoir les proférer, ces propos? Est-ce que vous voulez que je vous projette le film « Hélice au pays des merveilles » qui a été réalisé sur notre territoire, où un maire raconte lui-même ses désillusions. Les témoignages, ce sont les gens qui parlent. Visualisez, ce film a été vu 300 000 fois. Et vous verrez à quel point le désarroi des gens sur le terrain est manifeste. Ce comédien qui n'arrive plus à prendre ses textes parce qu'il ne peut pas ouvrir la fenêtre l'été parce que le bruit de machine à laver l'empêche de se concentrer. Simplement, toutes ces choses étant dans le cadre d'une commission d'enquête, moi j'aimerais que pour chacun des propos que vous tenez, vous puissiez nous envoyer les éléments très volontiers. Je n'ai pas voulu encombrer les travaux de la commission. Non, mais je pense que c'est intéressant. Le matériau risque d'être abondant, je vous préviens. Écoutez, moi je pense qu'il faut que les choses soient claires et puis et chiffrées, etc. Et c'est là en fait où je demande. Continuons sur les slides suivants, s'il vous plaît. Voilà, donc continuons. Je crois que le président de la République avait dit qu'il fallait, au cours du grand débat, qu'il fallait écouter le terrain. Donc, oui, non, mais c'est pas mon sujet, c'est pas mon propos. Simplement, je veux pas vous faire refaire l'ensemble de la proposition, donc voilà. Je vais faire avancer un tout petit peu parce que je voudrais revenir. Donc, c'est embêtant. Parce que oui, c'est des morceaux, donc on aura. Enfin, je vous remercie d'avoir amené à l'avis de la commission ce rapport que je ne connaissais pas. Donc, on ira regarder quels travaux ont été menés. Et voilà, donc c'est des morceaux choisis. Ce qui est inquiétant, c'est que la situation de ce rapport, on est plus bas qu'en 2010. Déjà, ce rapport était alarmiste. Et si je l'ai cité, c'est parce que quand vous allez le lire, et on le connaît par cœur, il était déjà alarmiste et nous sommes plus bas aujourd'hui. D'accord. Non, mais on ira voir. Je vous remercie. Simplement, donc, vous avez fait une partie de votre exposé sur la partie touristique en vous appuyant sur sur. On va y aller. Voilà, donc sur la partie, voilà. Donc il y a cette enquête. Aujourd'hui, quelle est la situation? Donc vous êtes dans l'Allier. Hein, quelle est la situation touristique en Allier? Est-ce qu'il y a plus de touristes en Allier aujourd'hui qu'avant? Oui. Moins? Actuellement, c'est justement ça qui est inquiétant. C'est que l'Allier fait partie de ces départements qui ont une croissance touristique. Donc c'est en croissance. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas d'éoliennes alors chez vous? Puisque vous dites que les gens ne viennent pas quand il y a des éoliennes vers chez eux. Justement, en ce moment, on lutte beaucoup pour qu'il n'y en ait pas de projet d'éoliennes. Mais donc vous n'en avez pas? Précisez votre question, parce que là, je ne comprends pas. Moi, ce que vous me dites, c'est qu'on a d'un côté une étude qui montre que le tourisme est empêché par la présence d'éoliennes. Dissuasif.
Voilà. Donc du coup, moi je vous demande quelle est la situation du parc éolien en Allier. Est-ce qu'il y a plus d'éoliennes? Est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Est-ce que c'est pour ça que votre Actuellement, tourisme il y a des progresse? opérations d'éoliennes qui sont en train. Il y a surtout 40 projets qui semblent actuellement vouloir être déposés dans l'Allier. Bon. Sans parler des projets, moi je parle de l'existant, puisque vous avez une progression touristique de plus de gens qui viennent en Allier pour faire du tourisme vert, vous l'avez dit vous-même. Du coup, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez 0 éolienne en Allier? Est-ce que les projets, il n'y en a aucun? Ou est-ce que, là aussi, il y a une progression de l'éolienne en Allier? En réalisation, nous avons 7 parcs éoliens, mais si on se trouve avec 40 parcs éoliens, on sera complètement sinistré. Donc, votre propos, c'est de dire que les parcs éoliens existants, il y en a 7 qui ont progressé en même temps que votre fréquentation touristique a progressé elle aussi. Pas nécessairement. Non, mais je veux dire, si je prends simplement les dernières années, vous direz dans les dernières années, il y a eu plus d'éoliennes et il y a eu plus de touristes. Non, actuellement, la densité des parcs éoliens permet de respecter des distances qui restent pour le moment raisonnables, mais qui ne le seront plus si les projets actuels confirmés le seront. D'accord, mais simplement, donc, bien pour confirmer, vous avez plus d'éoliennes et vous avez plus de touristes. Non. Jusqu'à présent, sur les 10 dernières années, vous avez plus d'éoliennes et vous avez quand même plus de touristes. Simplement, vous êtes inquiet que encore plus d'éoliennes vous empêche de continuer votre croissance touristique. C'est de l'inquiétude par rapport au projet. C'est pas le problème ne pose pas comme ça. Ça, c'est une vision, je dirais, parisienne. Le problème sur place. Je suis de Nord-Isère. Non, mais peu importe. Je parle des états-majors. Je ne vous vise pas personnellement. Le problème est suivant. Vous avez un mitage du territoire qui va se passer actuellement. Ce mitage, il va procéder selon une certaine densité. Si actuellement nous avons des sites touristiques qui sont menacés par des opérations d'éoliennes, si ces opérations d'éoliennes se concrétisent, alors oui, ces sites touristiques disparaîtront. D'accord. Donc, non, mais j'ai bien entendu votre inquiétude sur l'avenir. Voilà. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'en tenir. Sur l'immobilier, par contre, le désastre est réel. Alors là, par contre, si vous prenez les parcs éoliens mais j'aimerais bien là-dessus, sur l'immobilier. Sur l'immobilier, le désastre, il est immédiat et réel. Alors je pour peux le coup, ce qui est un peu embêtant, le catalogue des panneaux à vendre de toutes les maisons. On s'est amusé à le faire. Alors, attendez, il y a une histoire de chaîne logique. C'est-à-dire qu'une maison à vendre, elle peut être à vendre de partout en France. Si chaque fois, pour faire vos statistiques, vous prenez une maison et vous regardez qu'il y a une éolienne à côté, je pense que statistiquement, vous trouverez des maisons à vendre à côté d'éoliennes. Après, le biais statistique serait de dire qu'on vend les maisons parce qu'elles sont à côté des éoliennes. Ce n'est pas forcément le cas. Je vous dis que... objective, interroger les agences immobilières. Mais justement, en fait, c'est ça qui m'interroge, c'est que par ailleurs, on a pu... mais c'est très intéressant parce qu'en fait, on a déjà, Monsieur le Président, versé dans la deuxième partie qui est celle de l'acceptabilité. On est plus rapidement dans la deuxième partie que prévu. Alors, le sujet est là parce que finalement, on aura une deuxième partie d'audition. Oui, non, mais je voulais dire, puisque là, on est sur la démonstration que ça a un coût sur l'immobilier, je pense qu'on pourra entendre également des maires de communes qui disent que ça n'a aucune incidence sur sur l'installation de nouveaux projets dans leur commune, que le coût de l'immobilier ne baisse pas chez eux. Enfin voilà, et de la même façon, ils vous tiendront des propos inverses. Quel pourcentage et pourquoi le département de l'Allier a-t-il voté une motion? Mais c'est absolument, là-dessus vous avez raison, c'est absolument l'intérêt de cette commission de pouvoir voir dans quel pourcentage et dans quelle mesure, parce que pour la même étude que vous nous fournissez et qui explique que ça fera fuir les touristes, on a des études statistiques tout aussi sérieuses qui montrent que plus les gens habitent proches des éoliennes, plus en fait ils n'ont pas de problème avec les éoliennes. C'est un sondage. Pardon, mais là aussi c'est un sondage. Donc c'est pas une étude. Dans les deux cas, c'est les sondages. Si je peux me permettre une réflexion, il y a des études, enfin notamment l'étude de Gibbons pour la London School of Economics, et qui porte sur des centaines de milliers de transactions. C'est une étude qui a duré 12 ans, et c'est de loin l'étude la plus complète et qui atteste une dévalorisation immobilière. Vous dites, elle s'appelle comment? Gone with the Wind.
et c'est de Steve Gibbons, G-I-B-O-N-S. Je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. Et alors j'ai vu, bon je peux la retrouver, il y a une étude allemande aussi qui est sortie récemment, mais celle-là, il faut que je la retrouve. Mais en tout cas, l'étude anglaise, elle a duré 12 ans. Et alors entre autres, il y a une critique de la méthodologie des études qui ne trouvent pas de dévalorisation immobilière, en disant aussi que le principal de la dévalorisation a eu lieu au moment du projet. Que dans la mesure où il y a un projet, c'est pas toujours pire une fois que les éoliennes sont en place. Mais par contre, beaucoup d'études regardent pendant que c'est en phase de projet et une fois que c'est construit. Et là, effectivement, il n'y a pas une grosse différence. Mais l'étude de Steve Gibbons montre que la dévalorisation, par contre, sur 12 ans avant projet et après projet, elle est nette. D'accord, mais ça c'est intéressant, Oui, effectivement, oui. Ce serait C'est bien que vous puissiez... de loin la plus complète, oui. Non mais voilà, moi je pense que j'essaye, parce que c'est un sujet, on est d'accord, hein, qui ouvre beaucoup de fantasmes, mais je pense qu'il faut qu'on ait des choses qui soient très pragmatiques, très chiffrées, très... voilà, c'est tout ça, c'est le sens de mon propos. Merci pour vos réponses. J'étais sur la... Du coup, je vais, si vous en êtes d'accord, vous poser des questions également. Ce que vous avez prouvé dans votre démonstration, c'est que l'éolien est une énergie intermittente. Donc ça, on est d'accord. Et que le parc nucléaire est décarboné. Donc ça, on est d'accord. Et vous avez conclu par toute une série de questions. J'aimerais bien que vous puissiez nous représenter les questions de fin, s'il vous plaît. Je mets les questions sur l'écran ou parce que... si vous les avez... Il y a plus... Oui, non, mais si vous avez simplement les questions, si vous voulez nous les lire, les questions de fin, parce que en fait, j'avais envie de vous poser la question d'y répondre à vos questions de fin. J'aime bien avoir le point final, moi, d'une présentation. Je pense que le plus important, c'est-à-dire que les toutes dernières questions, c'était jusqu'à quand devrons-nous subventionner une technologie plus que centenaire Justement, d'un point de vue, comme vous êtes enseignant, je crois, hein, de formation. Oui. Et du coup, question très pertinente, selon vous, jusqu'à quand on a besoin de les accompagner? À quel moment est-ce que ces technologies deviennent suffisamment stables pour ne plus avoir besoin de subventions publiques? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est que les subventions sont nécessaires pour permettre à une nouvelle technologie de devenir mature, mais qu'une technologie qui a déjà plus de 100 ans, parce que c'est le cas, les lois de la concurrence interdisent tout simplement qu'on les subventionne. On peut dire on n'a pas le droit de subventionner, et à chaque fois, il y a des demandes à la Commission européenne pour arriver à prolonger les différents moyens. Comment ça, les lois de la concurrence interdisent qu'on les subventionne? Dans la concurrence, les lois de la concurrence interdisent qu'on subventionne une technologie par rapport à une autre. Mais dans une logique de technologie émergente... C'est-à-dire que les aides d'État sont aussi très contrôlées. Alors, dans le cas je pense quand même que vous comparez quand même pas complètement l'éolienne d'il y a 100 ans avec celle d'aujourd'hui. On peut quand même considérer qu'il y a des évolutions technologiques qui sont nouvelles et qui sont donc émergentes. Il n'y a aucune rupture technologique. C'est le même principe. Alors, de la même façon, on peut dire que brûler, ça a toujours été le cas. Et on a toujours brûlé. Et aujourd'hui, on a des centrales qui brûlent des déchets. De l'électricité parce que ça avait été abandonné justement pour la raison que c'est intermittent. Donc qu'on subventionne au départ pour essayer de le mettre en place, mais depuis le temps maintenant, et la filière éolienne d'ailleurs se vante d'être mature, mais si elle est mature, c'est qu'elle n'a pas besoin de subvention. Jean-Pierre, j'ai une réponse. Il se trouve que j'ai été directeur général d'une société d'énergie majeure que j'ai menée à la certification qualité et à la certification environnementale. Donc c'est un sujet que je connais un peu. Je la citerai hors antenne. Je voudrais simplement mentionner dans les technologies d'éoliennes. Dans les technologies d'éoliennes. Monsieur, pourquoi vous ne voulez pas mentionner le nom? Si, par discrétion. Si, j'ai été directeur général des sociétés SLEC et Prodit à Lyon, les principaux concessionnaires en énergie en région Rhône-Alpes.
Je les ai certifiés ISO 9000 et ISO 14000, parmi les premières en France. Donc, je voudrais mentionner par rapport à la technologie des éoliennes qu'à titre personnel, je serais justement très étonné de voir ces vieilles technologies. On va parler technique du modèle de Poullacourt, puisque Poullacourt est celui qui a promu les éoliennes tripales modernes entre guillemets, avec notamment le laboratoire d'expérimentation, le laboratoire national d'essai promu par EDF à l'époque, et les premières expérimentations d'éoliennes aussi en France, à Nogent, je rappelle jamais quel Nogent, où déjà une éolienne de 600 kW tournait dans les années 50. Donc ce procédé avait déjà été testé et refusé d'ailleurs. Donc en fait, actuellement, ces éoliennes sont promues. Pourquoi? Parce qu'elles sont à bas coût. Quand vous allez sur le marché d'occasion d'une éolienne, on trouve... Elles sont à bas coût. Quand vous allez sur le marché d'occasion des éoliennes, allez sur les banques type Alibaba ou autres, sur le marché international du refurbishing, vous allez trouver une éolienne d'occasion de grande marque 1,5 à 2 MW à des prix qui oscillent entre 300 000 et 600 000 euros. Donc, ce sont des technologies à bas coût. Je vais surtout venir aux nouvelles technologies éoliennes. Ceux d'entre vous qui sont allés, par exemple, aux Jeux Olympiques de Londres, se sont promenés par des éoliennes et dans les parcs urbains sans s'en rendre compte. Parce que là, c'est un modèle d'ailleurs d'un inventeur français qui est plus moderne, qui s'appelle Darieux, avec un S au bout. L'ingénieur Darieux, membre de l'Académie des sciences, a inventé les fameuses turbines de Darieux qui font l'objet de brevets dans le monde entier. Darieux est un nom français très connu dans le monde entier, la turbine de Darieux. Bon, il existe un autre grand écologiste qui a inventé des éoliennes modernes dont on parle peu et qui sont bien moins nuisantes. C'est le commandant Cousteau avec le procédé Malavar, un autre membre de l'Académie des sciences, les fameux mâts à aspiration. Et même d'ailleurs, nos amis allemands exploitaient ce procédé puisqu'un cargo avec ce type de propulsion faisait la liaison régulière Hambourg-New York dans les années 30. Donc ces procédés sont bien plus modernes. Ils ont aussi un autre avantage, c'est quand vous installez, comme on le fait en Grande-Bretagne, des petites éoliennes à effet de turbines de Darieux sur les immeubles, ils soulagent la facture d'électricité du destinataire au lieu de l'aggraver, puisqu'ils interviennent en délestage selon la technique un peu des particuliers qui mettent des panneaux solaires sur leur toit. Donc, ces procédés sont beaucoup plus modernes. Et à titre personnel, c'est pour ça que je réfute toujours quand on me dit que je suis anti-éolien. Je ne suis pas du tout anti-éolien, je suis au contraire consterné qu'une activité spéculative ait mis la main basse sur des procédés en voie d'obsolescence, donc qui permettent surtout de faire le maximum de marge, et qui, par contre, ont peu de performances techniques intéressantes. Plus on multiplie la taille de ces machines en race campagne, plus ça devient une aberration, plus les pertes sont fortes. Le directeur du laboratoire d'essai des éoliennes basé en Danemark, l'ancien Riso avec un haut barré, l'a largement démontré il y a 2 ou 3 ans. Il existe même dans les Wikileaks un rapport interne de Vestas qui démontre tous les problèmes que ça pose quand on augmente la taille de ces éoliennes du modèle Poullacourt. Donc en fait, si vous voulez, pour répondre plus précisément à votre question technique, nous avons des arguments. Par exemple, une commune qui se vante d'avoir des recettes avec une éolienne basiques telles que les lobbies les font actuellement, aurait bien intérêt à pourvoir simplement, comme le font les Londoniens, comme le fait aussi par exemple la ville de Lyon, il y a une éolienne de toit sur le siège d'une compagnie de travaux publics à Lyon qui marche très bien. Donc pourquoi à ce moment-là ne pas justement pourvoir les bâtiments communaux et soulager leurs factures énergétiques et voire même les rendre à énergie positive en implantant ces éoliennes qui en plus ont un bien meilleur rendement parce qu'elles ne doivent pas être orientées au vent. J'entends. Simplement, je pense que mes collègues vont vouloir poser des questions et si vos réponses sont aussi longues, j'ai peur qu'ils n'y arrivent pas. On peut revenir. J'aimerais, Monsieur Rioux, que vous puissiez continuer la série de vos questions. Vous aviez terminé donc sur... Alors les toutes dernières questions, donc celles que je viens de poser, la suivante, c'était ne fallait-il pas apprendre à stocker l'électricité avant d'encourager la concurrence des énergies intermittentes? C'est-à-dire que les énergies intermittentes posent des problèmes et actuellement c'est une fuite en avant et on dit mais on va arriver à stocker l'énergie. Alors vous pensez que aujourd'hui nos stratégies de développement de stockage sont insuffisantes? Oui, bien sûr, très très insuffisantes. Donc vous pensez qu'il faudrait qu'on renforce c'est-à-dire que, ces volets-là? La recherche
sur le stockage, pourquoi pas, c'est même indispensable. En station de pompage d'électricité dans les barrages, il y a 5 gigawatts et même l'ADEME considère que c'est... Bon, il y a peut-être 1 gigawatt ou 1 gigawatt et demi, enfin on peut les améliorer un petit peu, mais quand on voit les problèmes que pose une petite flaque d'eau comme Sivens, ça a aussi des inconvénients qui contrarient aussi les écologistes. Alors il y a d'autres techniques avec à chaque fois des pertes plus ou moins importantes de rendement dans le stockage, mais je voudrais faire une remarque à propos du stockage qui existe, c'est qu'actuellement les centrales nucléaires ou autres, ou à gaz, ou les centrales programmables qui suivent les besoins de la consommation sont assez grandes pour remplir les quelques capacités de stockage toutes seules. C'est-à-dire que le nucléaire peut faire remonter l'eau dans les barrages la nuit et il n'y a pas besoin d'éoliennes qui forcent le nucléaire à s'adapter aux éoliennes, quoi. Votre question suivante, du coup, parce que c'est vous qui avez la liste des questions, oui, vous êtes vous-même posé, donc ça me oui. met dans une position Alors, un peu étrange. la dernière, c'était à qui profite le crime? À qui profite la perte de compétitivité du nucléaire liée à l'injection d'intermittence? C'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est que ça fait le jeu de l'Allemagne. On peut pas dire oui, autre chose. c'était un peu votre propos juste avant, en disant qu'en gros, vous aviez l'impression, enfin, c'est ce que vous laissiez entendre, que l'Allemagne allait influencer une stratégie de développement d'ENR éolien en France afin de, elle, tirer profit économiquement de cette stratégie. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'Allemagne a pris la décision. Et j'ai vu d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères hier, je crois, ou avant-hier, qui commençait à dire que ça ne sera pas possible de poursuivre à la fois l'enjeu climatique et l'enjeu de sortie du nucléaire, et au minimum, d'abord s'occuper du climat pour s'occuper du nucléaire après, pour dire que l'Allemagne a de toute façon des difficultés à réduire le charbon pour le moment et se rend bien compte que sur le plan compétitif, c'est un gros problème. Elle a décidé de façon unilatérale de passer à des énergies intermittentes et en mettant une pagaille monstre sur le réseau électrique européen qui demande à tout le monde d'assumer les coûts de restructuration sur le réseau. Mais une fois qu'elle est partie là-dedans, elle a du mal à réduire sa production de charbon. Elle ne l'augmente pas, c'est sûr, elle l'a même légèrement réduit, pas la puissance installée, mais la production. Mais sur le plan de la compétitivité, son intérêt, c'est de nous vendre des éoliennes et de flinguer notre nucléaire, ça c'est sûr. Et vous avez donc, vous l'avez conclu comme ça tout à l'heure en disant si le stockage fonctionne, tout cela en vaut la peine. Mais bien sûr. Mais bien du sûr. coup, alors, si vous avez cette posture-là aujourd'hui, c'est que vous avez aucune foi dans le développement du stockage. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a eu plusieurs rapports. Il y a eu notamment 10 représentants du secteur électrique européen qui se sont réunis à Berlin au mois d'août dernier, août 2018, pour tirer le signal d'alarme en disant que l'Europe, il y avait eu une érosion des moyens pilotables en Europe et que en cas de pic de consommation, les pays européens n'auront pas la possibilité d'assumer leur propre pic de consommation et menacent à ce moment-là de la fin de la solidarité européenne. C'était un rapport assez grave en disant tout le monde compte sur les autres, mais il faut voir qu'on compte surtout sur la France et éventuellement sur l'Allemagne, qui a gardé toute sa production pilotable. Mais elle a le projet de la réduire un petit peu, et on se rend compte qu'en Europe, sans moyens pilotables, l'Allemagne a une grande peur, je ne me souviens plus comment ils appellent ça, mais une période de plusieurs jours avec des nuages et pas de vent. D'accord. Là encore, ce rapport dont vous faites référence, est-ce que vous pourrez nous en transférer l'ensemble des données pour qu'on puisse le retrouver? Et excusez-moi, mais juste pour cette période sans vent et avec des nuages, si ça dure, aucun stockage au monde est capable de résister. Il faut des moyens pilotables, c'est indispensable. Bien, après cette série de questions, Madame Perrol.
Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Rioux, moi, j'aimerais avoir quelques précisions sur votre intervention. Alors, notamment, vous nous avez parlé du refoulement et de son coût. J'aimerais que vous puissiez nous apporter des précisions sur ce qu'il représente et son contenu, c'est-à-dire que est-ce que c'est en termes de réseau, est-ce que c'est le même pour le photovoltaïque, pour tout type d'énergie renouvelable. Voilà, est-ce que vous pourriez nous préciser ce point? Ma deuxième question, ou plutôt précision, c'est que aussi dans une slide, vous avez dit, et je ne suis pas persuadée de vous avoir bien suivi, que plus il y a de vent sur les territoires, moins c'est rentable d'investir quand finalement c'est pas subventionné. Donc est-ce que vous pourriez préciser également ce point-là? Et peut-être une question pour vous deux. On a beaucoup parlé d'éoliennes finalement, et moi j'aimerais vous entendre aussi sur finalement ce que vous pensez des équilibres et des subventions, et que ce soit en termes de aussi prix garanti des autres énergies renouvelables. Est-ce qu'il y en a d'autres finalement qui seront peut-être plus intéressantes? Alors avec la même limite qu'on connaît, parce que vous l'avez bien dit, Monsieur Rioux, elles sont toutes aujourd'hui intermittentes, hein, quoique je ne sais pas si la méthanisation n'est pas forcément intermittente. Donc il y a peut-être d'autres énergies sur lesquelles on devrait aller. Donc j'aimerais avoir votre appréciation sur à la fois en termes économiques et en termes d'objectifs que la France se donne, notamment dans le cadre de la préparation de la PPE. Et puis un dernier mot, parce qu'on a beaucoup parlé de l'Allier, et je peux pas ne pas en dire un mot non plus. Une précision, Pétain a choisi Vichy, Vichy n'a pas choisi Pétain, donc on se bat pour parler du régime de Pétain et pas du régime de Vichy. Et le deuxième point, je crois qu'il faut être prudent aussi, même si je sais qu'il y a un vrai sujet sur... et là, ça serait intéressant d'avoir des éléments objectifs, et je vous les avais demandé la dernière fois qu'on s'était vu, d'avoir justement l'appréciation de la valeur moins-value quand on vend une maison, effectivement, et qu'une éolienne s'est installée soit il y a 2 ans, 3 ans avant. Saint-Nicolas-des-Biais et la Brugne ont aussi d'autres problématiques. Ce sont des territoires extrêmement reculés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de maisons qui sont effectivement aujourd'hui à vendre, mais il faut voir parce que c'est multifactoriel aussi. Donc effectivement, peut-être et sûrement que les éoliennes ont quelque chose à faire là-dedans, mais voilà, je voulais qu'on soit un petit peu aussi mesuré sur les propos qu'on tenait, parce que je crois que c'est dans les territoires comme les nôtres, en plus, qui sont extrêmement ruraux et reculés, il y a plusieurs facteurs. Je vois que Mme Perrol connaît très très bien Saint-Nicolas-la-Prugne. Donc c'est à vous. Répondez s'il vous plaît. Alors d'abord, Monsieur Rioux, vous avez 2 questions, et ensuite vous avez une question commune. Alors la première, c'était sur les coûts liés au refoulement. Alors, il y a d'abord les coûts liés à l'équilibre du réseau. C'est les mesures de redispatching, faire arrêter un moyen de production pour faire redémarrer un autre quand ça engorge le réseau, quand ça sature les lignes. Mais en France, il y a des milliers de kilomètres de lignes haute tension. Delphine Batho l'avait dit quand elle était ministre, avait bien dit que pour les énergies renouvelables, il fallait des nouvelles lignes de transport. Bon, ça, c'est lié à ça. Je ne peux pas vous dire exactement... François Brotte en avait parlé, je crois, pendant son audition, et avait donné le chiffre, si je me souviens bien, de 5 milliards par an pour le réseau. À vérifier, je n'avais pas prévu d'en parler, mais personnellement, je n'avancerai pas de chiffres parce que j'aimerais bien le connaître d'ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en Allemagne, ça coûte une fortune et en plusieurs milliards d'euros pour restructurer le réseau et arriver justement à le redimensionner, puisque ça ne dépend pas que de la puissance qu'il faut acheminer jusqu'au consommateur, mais donc de la puissance qu'il faut refouler. Et là, les records de production sont beaucoup plus importants. Mais donc, pour répondre à votre question, je ne sais pas le prix en France pour ce refoulement. La deuxième question était la corrélation entre la quantité de vent. Ça, c'est très clair justement sur EPEX-Spot, où on voit, chaque fois que je vois l'Allemagne vient de battre un record éolien, elle a fait 65% de la consommation couverte par la production renouvelable, et dont 40% pour les éoliennes. Moi, je vais directement sur EPEX-Spot et je regarde prix négatif. C'est-à-dire que quand il y a un record éolien, les prix tombent en dessous de zéro. De toute façon, les prix descendent très bas. Alors, s'il y a un record éolien un dimanche, c'est même pas la peine d'aller regarder. On sait que c'est forcément négatif. Et donc,
plus il y a de vent et moins l'électricité vaut cher. Donc c'est une concurrence qui est instillée dans le système électrique et qui dissuade d'investir. Si on n'est pas subventionné, le métier de producteur d'électricité, c'est vraiment un problème parce que vous investissez dans une centrale nucléaire ou autre, et les centrales à gaz avaient ce problème-là pendant un moment, et elles l'ont toujours d'ailleurs. Et dans la mesure où chaque fois qu'il y a un coup de vent, le prix descend et peut même devenir négatif, vous n'arrivez plus à travailler. Vous avez investi dans un outil de production dont vous n'arrivez pas à vous servir. Et ça pose un gros problème dans la mesure où on ne peut pas se passer des centrales pilotables. Et la dernière question, qui était commune à M. Rioux et à M. Grandjean. Alors du coup, peut-être... c'est le problème de poser des batteries de questions très précises. Alors, l'équilibre entre les énergies renouvelables, parce qu'on a parlé beaucoup d'éolien, un tout petit peu de photovoltaïque, et c'était d'avoir votre appréciation, vis-à-vis des objectifs et du mécanisme de subventionnant prix garanti de ces différentes énergies. Si on prend d'abord, on n'a pas parlé du tout de l'hydraulique. Quand on parle de... J'attendais simplement pour pouvoir répondre. Mais Monsieur Grandjean, je vous félicite et je vous donne la parole. Donc je disais que le mix d'énergie, on n'a pas du tout parlé de l'hydraulique. Or, l'hydraulique est l'énergie qui, aujourd'hui, permet à la France de satisfaire ses objectifs en énergie renouvelable. Et c'est d'ailleurs le problème dans l'Allier. L'Auvergne est un département excédentaire en hydraulique. Et en plus, quand on parlait du stockage tout à l'heure, il n'y a pas mieux stockage que celui d'un barrage qui permet justement d'être un instrument pilotable pour lâcher de l'énergie au moment où on a besoin, contrairement au vent ou au soleil. Donc l'hydraulique est d'une part une énergie renouvelable bien meilleure, et d'autre part, elle est pilotable très largement, en dehors du phénomène saisonnier. Donc, et l'hydraulique aujourd'hui, c'est trois fois le reste des renouvelables. Donc, ce qui explique aussi la réponse de Jean-Pierre Rioux tout à l'heure sur le fait que l'hydraulique soit négligée par nos pays voisins, parce qu'on n'a pas le même pourcentage de ressources hydrauliques en fonction des pays européens. Et donc notre spécificité n'est pas nécessairement prise en compte au niveau européen avec cette pertinence sur l'hydraulique. Maintenant, sur les autres filières, on parle du stockage, mais le stockage pose aussi des problèmes en termes d'accumulateurs et des pollutions très fortes. Le phénomène des lanthanides, qui a été décrit par beaucoup d'associations d'éthique, puisque l'extraction des lanthanides dans certains pays engendre plus de déchets nucléaires que le nucléaire, il faut le savoir. Donc les lanthanides sont les métaux rares, donc néodyme, etc., qui sont utilisés pour les aimants, les téléphones portables ou autres, sont des matériaux fortement polluants qu'il faut manier avec précaution. Et puis maintenant, on a la filière hydrogène qui arrive, la gazéification. Nous avons des leaders français dans ce domaine. On va parler de méthanisation, mais là, on a du retard en France. La méthanisation est certes un instrument important pour éliminer les déchets agricoles ou autres, mais la gazéification en est un aussi pour les déchets forestiers. Nos amis canadiens savent très bien la pratiquer, y compris par des équipements forains, pour nettoyer le sol. Et puis l'hydrogène, vous avez actuellement 100 taxis à hydrogène qui tournent dans Paris, ils ne sont pas français. Donc c'est Toyota qui les gère. Reportage plus sur les chaînes nationales il y a 2 jours. Donc, vous avez Hyundai, le constructeur coréen, qui commercialise maintenant en série un véhicule qui n'est pas de la combustion à hydrogène, mais de la pile à combustible. La France était leader dans ce domaine dans les années 60. Elle a abandonné cette filière, c'est bien dommage, puisqu'aujourd'hui, la pile à combustible est aussi un des instruments de l'avenir des énergies renouvelables, puisqu'elle ne rejette que de l'eau, H2O. Donc, aujourd'hui, ces filières d'énergie renouvelable sont bien plus prometteuses. Et c'est justement ce qui nous gêne en Auvergne, c'est que nous avons un potentiel hydraulique qui est fort, nous remplissons notre quota d'énergie renouvelable, et pourquoi donc des promoteurs dont l'avidité financière est le premier ressort, viennent essayer de parachuter des projets éoliens, alors que ça n'est pas du tout adapté à notre typologie, que la distance de 10 fois la hauteur n'est pas respectée, et qu'en plus, nous sommes, selon les dires même de l'ADEME, dans la zone la moins ventée de France. Donc, il y a quelque chose là de totalement aberrant.
Et donc, c'est pour cela que votre question, effectivement, me ravit, parce que j'y souscris. C'est que c'est le mix énergétique qui compte, et plus forte sera l'écoute des territoires, plus ces énergies renouvelables seront adaptées au territoire avec très peu de dégâts collatéraux. Merci, Monsieur Grandjean. Monsieur Thiebaud, vous avez une question? Oui, très rapide, parce que vous avez répondu à la plupart des questions. Parce que je n'ai pas posé les miennes, surtout. C'est ça, parce que je sais que le président n'hésitera à poser des questions très pertinentes, j'ai aucun doute là-dessus. Très rapidement, moi, je voudrais juste revenir sur cette notion de précarité énergétique que vous associez à la partie énergie renouvelable, et dans le global d'énergie renouvelable, parce que effectivement, un des constats aussi qu'on voit par rapport à ces auditions, c'est qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, alors on n'est plus sur les rapports de 2009-2010, où effectivement on avait certains contrats, notamment sur l'électricité, qui étaient assez aberrants, puisqu'aujourd'hui on est sur un mode de financement un peu différent. Ce qu'il en ressort aussi, c'est qu'aujourd'hui, et ça je le dis sans faire le procès de qui que ce soit, c'est qu'effectivement aujourd'hui, si on devait payer le vrai coût de l'énergie tel qu'on la produit actuellement, il s'avère que la majorité des énergies renouvelables, on n'aurait même pas besoin de les subventionner. Puisque aujourd'hui, quand vous parlez de précarité énergétique, vous dites qu'on paye trop cher notre électricité. En fait, il s'avère souvent qu'on ne la paye pas assez cher, puisque cela ne nous permet pas de pouvoir maintenir, ou en tout cas de faire développer, ne serait-ce que notre réseau nucléaire ou autre. Donc quand vous parlez de précarité énergétique, vous avez bien intégré cette partie-là, parce que je voudrais que vous me détailliez un petit peu plus les chiffres que vous nous donnez et votre argumentation. Alors, l'augmentation de l'électricité, elle s'est faite surtout par les taxes dans les dernières années. Donc, on a une fiscalité type produit qui est un peu analogue à celle qu'on a eue dans la fiscalité sur les carburants. Donc, on a eu une bascule qui s'est faite. Il y a eu quand même, il faut bien le dire, un certain détournement de la CSPE. On rappellera qu'au départ, la CSPE, c'était l'aide sociale de l'électricité, contribution sociale dans les premiers termes qui avaient été évoqués. Donc, petit à petit, elle a été détournée. On a vu ce genre de mécanique aussi dans la sécurité sociale. Donc, la large part d'augmentation de l'électricité, et on nuancera peut-être d'ailleurs l'énergie et l'électricité. On a eu la crise des gilets jaunes avec la taxe sur l'essence. On peut avoir une crise aussi sur l'électricité si les taxes augmentent trop fort. Donc, la CSPE a quand même très fortement augmenté. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. La Commission de régulation de l'énergie elle-même l'a dit. Et maintenant, vous avez encore d'autres taxes qui se drèvent dessus. Et l'entretien du réseau, c'est un peu l'œuf et la poule, puisqu'on a multiplié, on vient de le dire, des réseaux pour finalement l'implantation d'opérations d'énergie renouvelable n'importe où, sans du tout une rationalisation des réseaux. Donc, quand vous avez une panne géante comme la gare Montparnasse, comme celle de l'aéroport d'Orly, dont on a moins parlé, c'est parce que nous avons une faiblesse du réseau qui est due au fait qu'on a dû se disperser, à la fois créer ces réseaux pour finalement desservir des opérations renouvelables qui sont uniquement du bon vouloir de promoteur. Le promoteur dit « je vais là, vous me devez un réseau ». Et on double un réseau en France pour 5% de notre électricité. Je vous rappellerai quand même que éolien plus solaire, ça fait 6% de notre électricité. Donc toutes les taxes de réseau que nous payons ne sont pas du tout proportionnelles à la production que nous en retirons. C'est-à-dire le doublement géographique des réseaux en répartition de surface serait justifié si on doublait la puissance. Mais là, ce n'est pas le cas. 6% de notre électricité nationale seulement est fournie après 10 ans d'efforts par l'éolien plus le solaire. Donc, ces taxes sur les réseaux, elles ont fortement augmenté aussi. Le dispositif TURP, par exemple. Donc, CSPE puis TIFCE plus TURP plus le reste, vous avez une augmentation qui atteint 35%. L'augmentation récente de 5-6% qui est ce fameux F et la poule, il faut justifier l'augmentation du réseau, donc on augmente pour justifier une augmentation du réseau qu'on a faite. Il y a une hystérésis là terrible. Et puis maintenant, on va avoir les augmentations de rattrapage, ce qu'on n'a pas encore dit, parce qu'on parle déjà de la deuxième augmentation de rattrapage, et puis il va y avoir la troisième, c'est dans tous les journaux économiques depuis février. Donc en fait, on va avoir 10% de hausse à la fin de l'année. Donc cette précarité énergétique, elle est dite vraiment du fait, on parle aussi, il ne faut pas chauffer par électricité,
Mais quand on est dans un ménage modeste, on n'a même pas les moyens d'investir dans de l'isolation et dans une chaudière. Donc on prend un radiateur électrique bas de gamme parce qu'on a de ça pour se chauffer, parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Il y a aussi le troisième point qui est très important, qui est un phénomène technique qui est dû par rapport à la fiscalité du logement. Quand vous avez un logement social, vous ne décidez pas du mode de chauffage que vous avez. Vous avez les dispositifs d'aide au logement sur le loyer. Vous n'avez pas de dispositif d'aide permanent sur les charges. J'en parlais avec... Vous avez le chèque énergie. J'en parlais avec une organisation caritative très connue, Habitat et Humanisme, qui a fait des efforts considérables pour aider les gens très modestes à se loger. Vous avez aujourd'hui un niveau de charge qui dépasse celui du loyer. Et cette progression, elle est géométrique et elle existe depuis plusieurs années. Et ça, c'est dramatique parce que les gens d'une certaine condition modeste ne peuvent pas prévoir ce niveau de charge. Et vous avez des impayés croissants. Regardez lisez le rapport du médiateur de l'énergie. Il le dit bien mieux que moi. Et ce rapport est tellement épais que je n'ai même pas encore eu le temps de le lire en entier. Le médiateur de l'énergie insiste sur des précarisations croissantes des ménages modestes qui n'arrivent plus à payer leurs factures d'électricité, de gaz ou autre, du fait d'une augmentation déraisonnable. Donc aujourd'hui, mieux qu'une réponse que je puisse faire, qu'on peut juger passionnée ou pas, lisez ces statistiques entre l'Observatoire national de la précarité énergétique, l'Observatoire national de la pauvreté et le rapport du médiateur de l'énergie, et vous avez toutes les statistiques voulues avec une réponse qui sera bien meilleure que celle que je peux vous faire rapidement. Ça j'entends, et j'entends ce que vous me dites, mais si vous voulez, pour moi, l'augmentation de l'énergie, aujourd'hui, est un phénomène qui n'est pas propre à la France, qui est un phénomène global. Et on le voit, puisque même aujourd'hui, la PPE qu'a fixé le gouvernement a estimé les investissements avec un coût moyen de 56 € le mégawattheure d'ici 2035, si je ne dis pas le contraire. Nous sommes déjà, je crois actuellement, pas loin des 52 € le mégawattheure actuellement en 2019. Donc il y a de fortes chances. Et en plus, ce qui est plutôt une bonne nouvelle aussi, c'est que les subventions qui sont accordées sont calculées par rapport à ce coût de prix de marché à 56 €. Si ce coût de marché, plus il sera important, moins les subventions de l'État seront importantes aussi. Donc là, on a un phénomène, on faut le noter. L'État, là où si vous voulez, là où j'ai du mal à comprendre, c'est le rapport de dire que toutes les taxes qui sont prises sur la partie énergétique, à vous écouter, toutes ces taxes-là, dont une partie part dans le budget général, je rappelle, ne sont même pas affectées à l'énergie renouvelable, partent dans le budget général de la France et permettent aussi de compenser des pertes qu'on a aussi par rapport à des productions de type nucléaire, des provisions qu'on doit faire. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez le rapport de la Cour des comptes, le vrai coût actuellement du nucléaire, il n'est pas comme 42 € comme on le définit aujourd'hui dans l'ARENH, il serait de 60 €. Donc ça prouve bien qu'aujourd'hui, on ne paye pas l'électricité comme il faudrait. De toute façon, et ce delta, à un moment donné, il faudra le payer. Il faudra le payer d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça, quand vous dites là, c'est ce rapport entre précarité énergétique et pour moi est facteur de 3 piliers, qui effectivement, comme vous l'avez dit, c'est certes le coût de l'énergie, mais il y a aussi du coup la rénovation thermique, il y a aussi les méthodes de consommation et les habitudes et les changements sur lesquels il faut qu'on travaille, c'est ces 3 piliers-là. Donc, c'est pour ça que je vous remercie pour la clarification, mais à vous écouter, c'était tout part dans les énergies renouvelables et toutes ces taxes, c'est que pour les énergies renouvelables. Or, à ma connaissance, ce n'est pas le cas. 54% du prix de l'électricité est représenté par des taxes. Oui, ça j'entends. J'entends que c'est pas les taxes. Mais là où j'essaie de vous... La question que je vous pose, c'est 54% ne sont pas... Par rapport à ce que vous dites, la précarité énergétique, où vous dites que c'est du phénomène des énergies renouvelables, 54% ne sont pas dus qu'aux énergies renouvelables. Non, mais les deux pentes n'ont pas été les mêmes. Et la pente d'augmentation la plus forte dans les dernières années a été celle de la fiscalité et pas celle du coût de production de l'électricité. Et quand vous citez par ailleurs un prix de 60 €, c'est encore largement inférieur soit au prix historique de la production éolienne, et ne parlez pas du solaire, on attend jusqu'à 600, parce qu'on n'a pas parlé du solaire non plus, avec un prix alors là qui explose. Actuellement, on est sur des prix inférieurs à 60 € sur le solaire. Le solaire est rémunéré parfois, en fonction de certains tarifs, jusqu'à 600 € le mégawatt. Ben oui, mais ils comptent, il faut bien les payer.
Et il faut bien les payer. Et donc cela, même si le solaire est dans une proportion qui est moindre et qui est à 1,5%, et s'il y a de l'autoconsommation, celui-là, il faut bien le payer. Or, à ce que je sache, en plus, actuellement, on voit des multiplications de centrales mixtes, solaires, éoliens, pour justement augmenter les prix d'appel d'offres. Et en plus, ces prix sont garantis, ce qui est contraire au marché. Donc, puisque normalement, vous allez sur le marché EPEX Spot, normalement, ce qui devrait se passer, si nous étions orthodoxes au niveau économique, puisque je suis aussi économiste. Donc, vous avez une ferme éolienne qui produit. Elle va sur le marché, elle vend son électricité. Et si on n'a pas besoin de son électricité, elle ne tourne pas. Ou alors elle produit à 10 centimes, ou elle produit au contraire le jackpot peut-être à 200 € parce qu'on aura besoin de son courant ce jour-là. C'est ça le marché de l'électricité. L'électricité n'est pas stockable. Donc le marché EPEX Spot, c'est à la minute. Donc, à partir du moment où on garantit des prix, on fausse ce marché. C'est le phénomène qui a été décrit tout à l'heure, où en plus, on précarise des équipements pilotables qui, eux, à un moment donné, sont soumis à des fluctuations. Donc, quand vous avez une éolienne qui produit, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la paupérisation des populations. Donc, quand vous avez une éolienne qui produit, elle produit à prix garanti, elle est la plupart du temps au-dessus du marché. Allez voir la mécanique complexe du marché EPEX Spot et vous verrez le privilège exorbitant que nous donnons à des contrats programmés pour les éoliennes et le solaire. Donc tout ça rentre dans une distorsion du prix de l'électricité à la hausse. Ça, c'est la première justification. Et la deuxième, 54% des taxes, les taxes ont augmenté de 35%, donc la pente des taxes a augmenté plus vite. 40 en 10 ans, mais ça dépend comment. Alors écoutez, je vais essayer de poser très rapidement mes questions, après m'être effacé devant mes collègues. Étant n'est pas de la même couleur politique, si vous permettez à l'opposition d'exister à travers cette commission d'enquête qu'elle a elle-même désirée et qu'elle préside avec la bienveillance qu'on lui connaît. Des questions, vraiment, faites-moi des réponses courtes. On nous a donné un sondage, la Fédération éolienne, disant que, en fait, plus on était proche de l'éolienne, plus on était favorable à l'éolien. Ce qui spontanément, honnêtement, m'a un peu interpellé. Comment expliquez-vous un tel résultat? Et est-ce que vous avez éventuellement un autre sondage qui dirait l'inverse? Bon, sachant qu'évidemment, un sondage, il est commandé, mais vous avez quand même une déontologie de celui qui fait le sondage, ou de l'institut de sondage, si vous voulez. Moi, je pars du principe que Ipsos, ou voilà. Vous faites allusion à quel sondage? Est-ce que c'est le sondage sur la proximité d'une éolienne? Sondage d'adhésion à l'éolien. Non, c'est un sondage qui est de la Fédération éolienne. Alors, il y a... Oui, Harris Interactive, oui, je crois. Alors, c'est une fondation écologique allemande. Oui. Bon, ça prouve rien, mais qui vient faire ce sondage pour faire dire ce que pensent les Français de l'énergie éolienne. Ah ben oui, non, mais si on prend un sondage fait par un groupement d'anti-éoliens, le sondage, il va y avoir 500 personnes, il va y avoir... Mais vous pourrez dire... Attention, ce propos-là peut se retourner contre vous. Si on fait une proposition par des anti-éoliens, il faut prendre leur discours avec des... Quand une fondation écologiste allemande vient faire un sondage en France pour dire à quelle distance on est gêné par les éoliennes, je crois que c'est dans ce sondage-là, enfin c'était Harris Interactive et Heinrich Böll, sondage fait pour le syndicat des énergies renouvelables ou pour France Énergie Éolienne, je crois. Mais bon, là c'est pareil, j'ai pas préparé, j'aime pas dire des choses quand j'ai pas la preuve sous les yeux. Et par exemple, quand on est à moins d'1 kilomètre d'une éolienne, ça veut dire quand on est dans un village à moins d'1 kilomètre d'une éolienne, un village qui va peut-être faire 5 km ou une agglomération. Et quand on dit 1 kilomètre, des fois, en fait, c'est 6. Enfin, je veux voir le sondage et dire ce que j'en pense. Alors, moi, comme ça. J'ai une réponse là-dessus sur la méthodologie des sondages. Bref, s'il vous plaît. Ces sondages sont faits par téléphone et ils ont été faits en fonction d'échantillons représentatifs sélectionnés par commune avec des imputations en disant si vous êtes à 1, 2 ou 5 km d'une éolienne. Or, ces sondages ont été faits en fonction simplement
et c'est ce que vient de dire Jean-Pierre, c'est qu'on peut très bien, dans une commune qui a 7 km de long et 4 de large, et donc on peut habiter à un endroit. Or, ces sondages n'ont pas été, si on veut parler de déontologie des sondages, n'ont pas été faits en fonction des coordonnées IGN du lieu, du domicile de la personne, mais en fonction simplement de la domiciliation dans une commune, ce qui introduit des distorsions considérables. J'ai compris votre argument. Vous avez parlé des reventes de sociétés. C'est intéressant, parce qu'on n'a pas du tout parlé, mais comment expliquez-vous qu'on puisse revendre 6 fois une entreprise en 8 ans? Est-ce que c'est le modèle, enfin, est-ce que c'est qu'en fait, à chaque fois, il y a une... Est-ce que vous êtes au courant si à chaque fois, il y a un gain qui est fait? Ou est-ce que, en réalité, comme ce sont des fonds financiers, ils sont court-termistes? Quelle est l'explication? Et est-ce que ce que vous dites sur cette société est élargissable à toutes les sociétés éoliennes terrestres ou à toutes les sociétés éoliennes? Oui. Alors, la deuxième question est rapide, c'est oui, puisque ces pratiques ont déjà été décrites dans le précédent rapport parlementaire dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais c'était il y a 10 ans. Oui, justement, elles se sont amplifiées. Bien. Elles se sont amplifiées. Le deuxième point, c'est... et là, je crains d'être long pour répondre à votre question, parce que là, un commissaire aux comptes viendra à mes côtés pour les détailler sans problème, mais je peux le faire aussi. En fait... la plupart des promoteurs qui sont venus sur l'éolien ont souvent été des cabinets de défiscalisation et d'ingénierie fiscale. Ils sont donc particulièrement pointus dans tout ce qui est ingénierie financière. Quand vous faites une première opération d'éolienne, vous touchez des honoraires de montage pour avoir fait ces opérations. Le préfinancement de cette opération va également engendrer des crédits TVA. Il va engendrer aussi des amortissements exceptionnels que vous allez pouvoir consolider avec d'autres investissements qui seraient excédentaires. Vous allez ensuite pouvoir aussi paramétrer tout ce qui est crédit d'impôt dans la revente d'investissements aux particuliers. Du temps de l'ISF, c'était l'ISF. Et maintenant, vous avez de toute façon un crédit d'impôt et un crédit d'impôt recherche ou investissement qui, évidemment, existent sur ces opérations. Chaque fois que vous allez faire une opération et que vous allez en faire la revente, vous pouvez avoir une péréquation au niveau de la holding de ces sociétés. Vous pourrez aussi avoir une opération fiscale et comptable qui se passe dans la société cessionnaire et dans la société acquéreuse, de façon actuellement à optimiser cette transaction. Donc à chaque fois, l'État sera perdant dans des termes de défiscalisation. J'ai compris votre argument. En réalité, ce que vous voulez dire, c'est que des entreprises investissent dans l'éolien pour faire de l'optimisation fiscale. Pas seulement, mais elles sont particulièrement redoutables dans ce domaine. Voilà. Dans ce cas-là, moi, ce que je vous propose, et puisque vous avez donné une société et que visiblement vous êtes intéressé par le sujet, si vous pouvez faire un recensement parc par parc des reventes des sociétés et des holdings à laquelle elles appartiennent sur les dernières années, on serait preneur de manière à ce que votre exemple... Ah bah oui, vous avez voulu avancer des choses. Hein, moi, oui, mais bon. Mon sourire ne veut pas dire ça, Monsieur le Président. Il se trouve, et je vais mettre le rapport à votre disposition, que la Commission de régulation de l'énergie, dont c'est la mission officielle, a délégué ses enquêteurs, avec qui j'ai été en contact, sur ce type d'enquête. Et le taux d'échec a été de 2/3. Les sociétés ont opposé la confidentialité des affaires à ce contrôle. La Commission de régulation de l'énergie s'est déclarée impuissante à aller plus loin dans ces... Donc, vous m'accordez beaucoup de pouvoir. D'accord. Alors, monsieur l'administrateur, on va vérifier si une commission d'enquête, sans violer le secret des affaires, aura plus de pouvoir que la CRE. Et si par hasard elle a plus de pouvoir que la CRE, on va aller chercher l'information. Sur les mises en vide de l'Allier, j'avais la même question, mais elle a été posée. C'est que vous pouvez être dans un endroit où vous avez une déprise, vous avez des endroits... Donc, je veux dire, la question en réalité, pour que votre argument soit valide, ce serait de dire, dans le même département, à même densité et à même éloignement de centres urbains et de centres touristiques, donc loin des châteaux de la Loire, etc., là, il n'y a pas d'éolienne, là, il y a une éolienne, là, le taux de pourcentage de locaux vacants est supérieur de 15 ou 20%. Et là, effectivement, sur des zones comparables, vous pouvez effectivement le faire. Bon, et malheureusement, on manque de temps. Alors, sur l'hydroélectricité, une question simple. Est-ce que, à partir du moment où on ouvrirait à la concurrence les barrages hydroélectriques, il n'y a pas une question sur la différence de modèle économique? En d'autres termes,
vraiment une question que je me pose. Aujourd'hui, j'ai un barrage. J'essaie d'optimiser, donc je fais l'électricité au moment idoine. Demain, si on me dit votre rôle est surtout d'absorber les chocs des électricités intermittentes, on va donc me tapoter sur l'épaule, si j'ai bien compris, pour me dire ce serait gentil si vous pouviez remonter l'électricité, enfin utiliser l'électricité, l'absorber pour stocker. Donc du coup, la manière dont je pilote mon barrage hydroélectrique n'est pas la même. Aujourd'hui, nous sommes dans un système intégré où finalement, on peut penser que celui qui gère les barrages a intérêt à jouer un rôle de stabilisateur économique pour un système électrique dont il est le principal actionnaire. Ne pensez-vous pas que si demain on a un opérateur extérieur, il pourrait, tout en ayant contractualisé sur une offre de barrage en disant voilà, moi je m'engage sur tel prix, dire mais si par contre vous me demandez de dégrader mon modèle économique, alors dans ce cas-là, vous allez me payer des forfaits pour jouer ce rôle de stabilisateur économique. Et donc que dans le débat sur l'ouverture des barrages hydroélectriques, cet aspect-là de l'absorption du surcroît d'électricité intermittente n'est pas pris en compte comme foncièrement un surcoût qui pourrait naître de cette ouverture de la concurrence. Ou est-ce que j'ai mal compris le dispositif ? Alors, oui, votre réponse aussi formule une hypothèse et de savoir s'il faut la valider ou non. Alors, la réponse est de deux ordres. La première, c'est qu'il y a une pétition nationale qui vient d'être lancée sur l'inquiétude qui concerne la privatisation des barrages, en sachant que le modèle économique que vous décrivez est celui du modèle de la concurrence vue par l'Europe. Je me rappelle avoir eu un débat avec Michel Barnier sur la notion de la concurrence il y a fort longtemps, il y a au moins une douzaine d'années, où déjà ce débat existait, à savoir que les modèles économiques pouvant être perçus au niveau européen ne sont pas nécessairement adaptés à la typologie de notre pays. Nous avons un modèle qui est plus intégré que les autres et la déstabilisation de ce modèle aboutirait effectivement aux excès que vous décrivez. Donc aujourd'hui, privatiser les barrages, ça n'est pas tellement le problème de les privatiser ou de ne pas les privatiser, c'est déstabiliser un modèle économique intégré dont on défait une partie sans prendre en considération le reste. Très bien, merci beaucoup. Ce sera la fin de cette audition. Je vais vous proposer dans ce cas-là de nous quitter parce que nous aurons 15 minutes de débat entre nous. Parce qu'après, je dois aller défendre devant la Commission des finances dans le printemps de l'évaluation un rapport sur le modèle économique de l'éolien.